Donc, bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans cette cinquième journée des rencontres européennes de la participation avec un webinaire organisé par Democratic Society et la CNC2 sur la gouvernance des transitions écologiques. Vous avez peut-être déjà eu l'occasion de rencontrer nos intervenants à Amiens et aujourd'hui, c'est la possibilité de suivre ces discussions avec plus de monde partout. Donc, Raphaël, je te laisse peut-être présenter les intervenants et le déroulé de l'atelier. Oui, merci beaucoup Katharina. Alors d'abord, un grand merci à Décider Ensemble et à l'équipe pour l'organisation donc de notre premier webinaire d'une série qui deviendra trimestrielle, que nous co-organisons entre Democratic Society, qu'on appelle aussi DEMSOC, et la Coordination nationale des conseils de développement, que vous connaissez en général toutes et tous. Alors, ça s'appelle « Quelle gouvernance pour la transition climat dans les villes et métropoles en Europe ?» Et ce sera réellement le titre, en réalité, et le fil directeur de nos webinaires dans les prochains trimestres. C'est-à-dire que systématiquement, nous allons faire un zoom sur l'expérience d'une ville ou d'une collectivité dans un pays européen et que l'on mettra ensuite en miroir avec une expérience en France ou une série d'expériences. Nous essayerons de faire intervenir une personne spécialiste de ces questions au niveau global. Ici, ça sera Claudia Arfalish. Et donc, vous voyez donc que le séminaire va s'articuler comme ça pour ce séminaire pilote aujourd'hui. Nous commencerons donc avec notre grand témoin, Saïd El Khadraoui, de la ville de Leuven, qui s'appelle aussi Louvain dans le bilinguisme belge que l'on connaît, mais nous disons souvent Leuven, car Louvain se réfère souvent à Louvain-la-Neuve, qui est une autre ville. Donc, Saïd, est-ce que... Je regarde si votre caméra est allumée. Oui, je vous vois bien. Donc, je vous laisse dire bonjour. Bonjour, Voilà. vous allez bien? Et nous continuerons ensuite avec Marie-Christine Simian, qui est présidente du Conseil de développement de Grenoble et également qui parlera en même temps de la coordination nationale des conseils de développement dans ce dispositif. Nous donnerons ensuite la parole à Claudia Arfalish, qui est de l'OCDE et qui est responsable de l'initiative Participation citoyenne innovante à l'OCDE. Et nous, à partir de 10h50, donc dans exactement une heure, nous ouvrirons une session donc, de questions et réponses avec pour principe, si vous voulez, que à mesure que les intervenantes et intervenants font leur présentation, vous pouvez déjà dans le chat inscrire vos questions. Et à partir de 10h50, nous regarderons les questions, nous y répondrons. S'il y a des questions vraiment de détail, alors soyez économe, bien sûr, hein, vous verrez vous-même le fil des questions. S'il y en a déjà 150, bon, il faudra être raisonnable. Mais disons que s'il y a une question, un point important sur l'intervention d'une panéliste ou d'un panéliste en particulier, n'hésitez pas à demander un éclairage, peut-être que la panéliste pourra y répondre directement, mais sinon l'espace réellement des questions-réponses c'est à partir de 10h50. Et comme nous souhaitons mettre en place une communauté de pairs en France, mais aussi à travers l'Europe avec nos intervenants francophones venus d'ailleurs, peut-être que nous arriverons à faire intervenir une, deux, trois personnes qui pourront apporter un petit éclairage sur l'expérience de leur collectivité en la matière. Et encore une fois, c'est une communauté de pairs, donc je demande à tout le monde d'être économe et nous chercherons à l'être nous aussi pour nous assurer que les 25 minutes dédiées aux questions-réponses seront bien respectées. Donc voilà, je m'y engage, il est 9h52, nous avons exactement 58 minutes avant les questions-réponses. Katharina, je te passe la parole si tu veux un autre point d'organisation. Autrement, peut-être pour encadrer un petit peu plus cette question de la gouvernance des transitions. L'idée réellement, c'est que partout en Europe, les villes et métropoles, mais aussi des collectivités plus petites, voire plus grandes, hein, on parle aussi de régions, on sait que les Länder en Allemagne s'y intéressent, travaillent à une baisse absolument massive des gaz à effet de serre. On parle aussi de programmes liés à la biodiversité, séparément. Et de plus en plus, d'une part, on a affaire à quelque chose qu'on n'a jamais fait
et qu'on ne sait sans doute pas encore vraiment faire quand on regarde les objectifs de neutralité carbone à des horizons extrêmement proches. Mais par ailleurs, nous sommes dans un ensemble de transitions qui s'imbriquent avec effectivement des difficultés sociales existantes au niveau local qu'il ne faudrait pas s'amuser à aggraver avec cette transition climat qui s'annonce difficile et dans laquelle on est déjà. Donc, on s'est rendu compte que certaines villes et métropoles et régions et collectivités sont pionnières en la matière. Vous en connaissez quelques-unes en France déjà, qui sont des exemples souvent présentés. Il y en a d'autres en Europe. Et si vous voulez, il y a quelque chose sur lequel nous travaillons, nous, à DEMSOC, à Democratic Society, donc organisation que vous ne connaissez pas forcément tous, évidemment. Nous travaillons sur cet aspect à l'échelle européenne. Nous sommes une ONG qui a été fondée il y a une petite quinzaine d'années au Royaume-Uni, qui s'est installée il y a 7-8 ans à Bruxelles pour avoir cette dimension justement européenne. Et nous travaillons dans 11 pays européens avec une équipe d'une quarantaine de personnes, avec un programme qui a été réellement structurant pour nous il y a 3 ans, qui était le programme Climate Kick, qui nous a fait accompagner des villes de tailles diverses, avec à chaque fois une ville par pays, dans 15 pays en tout à l'époque. En France, nous accompagnons la métropole d'Orléans, avec laquelle nous avons co-conçu les assises de la transition d'Orléans Métropole. Et c'est à partir de cette dimension européenne et des contacts que nous avons établis, nous avons aussi accompagné la ville de Leuven, que nous avons, en discussion avec la CNCD, trouvé qu'il serait intéressant de croiser les expériences afin de voir vraiment concrètement ce qu'est la gouvernance des transitions. C'est un terme encore peut-être un peu barbare, mais l'idée réellement, c'est d'intégrer la dimension de participation citoyenne, la dimension de planification multi-acteurs dans cette réflexion sur les actions liées à la neutralité carbone et à la biodiversité. Mais lorsque l'on parle de participation citoyenne, nous le verrons avec Claudia notamment, on est souvent sur un zoom sur la phase initiale, sur l'activation, sur comment les citoyens peuvent donner un avis sur ce qu'il faut faire. Peut-être que la gouvernance de la transition va davantage parler des processus sur le pendant et pas sur le avant ou sur le début. Comment est-ce que l'on accompagne dans une dimension qui soit multi-acteur et citoyenne ces processus qui, par définition, sont à la fois forcément urgents, mais en même temps qui doivent être conçus sur le long terme. Voilà, donc j'ai l'honneur de céder la parole à Saïd El Khadraoui, qui a un CV très impressionnant, donc on essaiera de parler de diverses choses, mais pour vous donner un petit peu un avant-goût, Monsieur El Khadraoui donc a été échevin, vous connaissez le terme échevin qui correspond à adjoint au maire en France, échevin de la ville de Leuven en Flandre, en Belgique, et qui nous fait le plaisir de parler dans un français merveilleux, et qui a ensuite travaillé comme parlementaire européen, comme membre du think tank de la Commission européenne, en particulier sur les questions du Green New Deal, et qui est également fondateur d'une organisation qui s'appelle Impact Lab. J'espère qu'on aura l'occasion d'en parler également. Saïd, la parole est à vous. Merci Raphaël. Voilà, je vais partager ma présentation en espérant que tout marche bien. Voilà. Voilà, vous voyez ma présentation là? Parfait. Ben, bonjour tout le monde. Hein. C'est vraiment un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour vous présenter un petit peu le modèle de gouvernance qui a été créé à Leuven et qui continue à se développer et à évoluer, évidemment. Louvain est une ville moyenne avec 100 000 habitants, mais la population augmente à un rythme soutenu de 1000 habitants par an à peu près. Et en plus, il ne faut pas oublier à Leuven la présence de la plus ancienne université du Benelux et de la plus grande université de la Belgique, qui accueille chaque année plus de 50 000 étudiants. Donc, c'est une ville dynamique, jeune, avec, il est vrai aussi, une population un peu plus éduquée que la moyenne en Belgique. Et c'est justement l'université qui a suggéré à la ville, déjà en 2013, dans une étude sur la transition climatique commandée par la ville,
de créer une structure qui rassemble les forces vives de la ville pour ensemble réfléchir sur le sujet du climat, mobiliser les citoyens, lancer des projets, etc. Et donc, c'est ce qu'on appelle en anglais le quadruple helix, hein, c'est de faire travailler ensemble l'administration locale, les entreprises, les institutions du savoir, l'université, etc. Et évidemment aussi la société civile et les citoyens. Et c'est ainsi qu'a été créé en 2013 Leuven 2030, hein, soutenu par un nombre de partenaires impressionnants de tous bords. Sur cette liste, on voit l'équipe de football locale, des centres culturels, des entreprises locales, mais aussi des multinationales basées à Leuven, des associations, etc., etc. Et évidemment aussi des citoyens individuels pouvaient se joindre à Leuven 2030. Et on a créé des instances de décision dans lesquelles on assure aussi une présence en fait des différentes catégories, hein, pour que évidemment les grands acteurs ne monopolisent pas le débat. Donc, tous ces acteurs se sont unis autour d'une mission partagée, une mission urbaine partagée, dans laquelle on a bien compris que la transition climatique va au-delà d'une transition énergétique, des panneaux solaires, etc. On comprend que cela nécessite aussi une innovation non seulement technologique, mais aussi sociale, et une nouvelle sorte de gouvernance, une nouvelle sorte de travailler ensemble. Et au début, il est vrai que les activités de Leuven 2030 étaient surtout des opérations de communication pour sensibiliser les gens, les acteurs, leur faire comprendre les enjeux, etc. Il y avait donc besoin d'un effort d'éducation en quelque sorte. Un des premiers projets était l'organisation d'un camping zéro émission, prenant contrôle d'un espace public, par exemple un espace parking, en y créant un espace de jeu, des moments de débat, de réflexion, pour bien montrer qu'une place qui aujourd'hui est un parking pourrait bien être complètement une chose complètement différente dans le futur, et peut-être c'est justement ce dont on doit parler pour permettre aux participants de s'imaginer en fait une ville sans voiture. Cette initiative a grandi et à un certain moment a évolué ensemble avec des écoles à Louvain qui se sont joints, qui ont transformé leurs espaces de jeu en camping pour y organiser des workshops sur le climat, des initiatives pour stimuler le recyclage de produits, etc., etc. Et c'est dans une seconde phase qu'on a évolué en fait vers des projets un peu plus ambitieux, hein, sur énergie renouvelable, par exemple de rénovation énergétique, etc., ensemble avec les partenaires pour avoir une échelle un peu plus grande, mais toujours dans une logique de projet, hein, du cas par cas, disons. Et on a bien compris qu'il fallait une stratégie un peu plus large, compréhensive. Et c'est alors qu'on a travaillé sur une feuille de route pour développer une ville neutre en carbone sur la base d'un travail scientifique en collaboration avec des experts d'université qui ont identifié les efforts nécessaires à suivre pour vraiment transformer la ville. Évidemment, dans ce processus, tous les partenaires étaient associés, également les citoyens qui voulaient le faire, et on a identifié évidemment un certain nombre de transformations nécessaires sur le plan de mobilité, système alimentaire, énergétique, etc., etc. Et cela a abouti à un roadmap, hein, une feuille de route qui comprend 13 programmes autour de 80 actions concrètes avec 6 grandes priorités, hein, la rénovation accélérée
des bâtiments, mobilité durable, production d'énergie verte, consommation durable, ville verte résiliente, et aussi une priorité un peu plus horizontale, c'est-à-dire faciliter la transition. Et cela a été formellement soutenu, signé par les grands acteurs locaux qui se sont engagés à s'associer à cet effort avec des objectifs concrets et vérifiables. Et tout cela est géré par un groupe de gestionnaires de programmes. On les voit ici à l'écran. Ce sont des experts de la ville de Leuven, de l'association Leuven 2030, ou bien même de partenaires privés ou publics qui ont en fait détaché des personnes à demi-temps pour justement aider à coordonner en fait ces projets et les programmes avec les priorités que je viens de mentionner. Mais assez rapidement, évidemment, la feuille de route reste un document de référence, mais même si cette approche coordonnée était importante et innovante en soi, cette feuille de route restait une traduction un peu artificielle de la complexité des défis liés à la crise du climat. On rate un peu les liens qu'il y a entre les différents systèmes, système mobilité avec système énergétique, ou la complexité d'une économie circulaire. Et donc, en plus, il y avait aussi le constat qu'une approche progressive et trop lente n'était pas suffisante pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Et donc, une approche plus systémique était nécessaire. Et c'est justement cela, l'objectif d'un processus qu'on a lancé avec un nombre de partenaires européens, et Raphaël l'a mentionné au sein du Climate Geek, et un des partenaires est justement DAMSOC. Et c'est à partir de là qu'on a identifié des projets pilotes plus intégrés. Par exemple, transformer le système énergétique d'un quartier, ou par exemple, la commune de Kesselo, comment est-ce qu'on pourrait réimaginer cette commune en lien avec la crise du climat, etc. Et donc, on a choisi cet expériment stratégique, trois, disons, qui ont un lien avec une partie de la ville ou avec un district, un quartier, et puis 4 autres qui sont plutôt horizontales, transversaux. Comment réimaginer la gouvernance de la transition, comment s'engager avec les citoyens, comment trouver des modèles de financement innovatifs pour essayer d'augmenter évidemment le nombre de projets, comment aussi mieux mesurer les efforts accomplis, etc., etc. Et donc, je vais vous donner l'exemple de Kesselo. C'est une commune de la ville de Louvain, assez grande parce qu'il y a à peu près 25 000 habitants, donc c'est un quart de la ville qui habite à Kesselo. Et c'est un projet qui a été lancé il y a juste quelques mois avec un trajet de participation autour justement de la transformation de Kesselo qui comprend, comme j'ai dit, un quart de la population, pour repenser l'avenir de cette commune en termes de mobilité et de transformation de l'espace public. Et donc, Kesselo, c'est une commune qui grandit assez rapidement, qui voit le nombre de maisons, de voitures, etc. augmenter, qui a évidemment, comme partout en Europe, des défis liés à ça, et climat. Évidemment, on essaye déjà aujourd'hui d'améliorer la vie des citoyens avec des points de mobilité, en essayant de verdir l'espace public, etc. Et c'est justement autour de ces enjeux qu'on veut aller
au next level. Donc, on veut aller plus loin, être plus ambitieux et d'une façon plus participative. Donc, un des grands sujets est évidemment la mobilité. Comment la transformer en quelque chose de durable, intelligente? Comment le faire avec les habitants de Louvain pour obtenir en effet une mobilité fluide, plus sûre, avec une vitesse plus lente, etc. Donc, on essaye d'intégrer l'aspect du climat avec d'autres aspects qui améliorent la qualité de vie pour les citoyens, qui devient de plus en plus concret. C'est un projet qui va durer 1 an, qui a été lancé en début de cette année. Ici, vous voyez un slogan invitant les citoyens à contribuer aux réflexions. Et donc, ce projet a été développé en 3 phases. Première phase, une phase d'information en quelque sorte, hein, donc et déjà d'engagement avec les citoyens, avec entre février et mars cette année une enquête assez large auquel 3600 habitants ont participé, avec un site web à part entière, visualisation interactive, avec des promenades avec des citoyens pour voir les problèmes, pour discuter des problèmes, etc. Dans une deuxième phase, on a créé un panel de citoyens qui dessinent avec des experts, donc ils sont entourés d'experts pour les aider à concevoir des propositions. Et ils ont établi 10 priorités, 200 idées en fait concrètes sur comment transformer en fait la commune de Kesselo pour sur le plan de mobilité. Et puis là, la troisième phase est évidemment d'intensifier, de devenir un peu plus concret et de venir avec des propositions concrètes qu'on devrait alors appliquer dans les années à venir. Voilà. Donc, par exemple, dans la première phase, on n'a pas seulement fait des promenades et discuté avec des gens qui voulaient en discuter, mais il y avait aussi cette plateforme virtuelle avec un quartier virtuel qui permettait aux gens à donner des commentaires, à partager leurs idées, etc. Par exemple, ici, la question s'est posée, moi, je veux habiter dans une rue où je peux garer ma voiture devant la porte, ou bien, d'autre part, où il y a beaucoup d'espace pour les jeux d'enfants, avec beaucoup d'arbres, etc. Et donc, on demandait aux gens d'un peu choisir pour qu'ils se réalisent qu'il y a des choix à faire. Hein? C'est important. Donc, le panel, je l'avais déjà mentionné. Et dans dans la troisième phase qui va commencer bientôt, hein, donc un sorte de laboratoire civique va sur la base des idées qui ont été établies par les citoyens élaborer des conseils stratégiques à la ville. Évidemment, tout cela est lié, hein, donc c'est un travail continu. Les participants de la première phase peuvent continuer à contribuer aux idées, etc. Les workshops avec le panel de citoyens contribuent à mieux comprendre les enjeux, les problèmes, les solutions. Et avec l'aide des experts de la ville, mais aussi des experts indépendants, on peut commencer à devenir de plus en plus concret sur les propositions qui sont mises en application sur le terrain. Dernière slide de ma part vous montre en fait les réflexions qui ont lieu en ce moment même sur la prochaine étape. C'est-à-dire, c'est bien d'avoir plein d'idées, mais comment est-ce qu'on va réaliser ces idées sur le terrain? Et comment le faire d'une façon innovative
qui n'engage pas seulement la ville. La ville qui, évidemment, va devoir investir d'une façon qui serait en cohérence avec les idées qui seront formulées, mais qui engage aussi tous les acteurs prenants, tous les parties prenantes, tous les citoyens de Kesselo. Et donc, on est en train de réfléchir, est-ce qu'on pourrait formuler une panoplie de contrats citoyens ou de contrats avec des partenaires locaux, des commerçants, des petites entreprises, des écoles, etc., qui pourraient aussi être regroupés et être accessibles en toute transparence sur une sorte de plateforme. L'idée étant qu'on pourrait identifier différentes façons de contribuer. Par exemple, au plan de mobilité. Pour un citoyen, cela pourrait dire qu'il s'engage à éviter de prendre la voiture au moins 2-3 jours par semaine, ou s'engager à utiliser son vélo plus souvent. Pour un commerçant, cela pourrait dire qu'il s'engage à réorganiser son approvisionnement pour l'organiser d'une façon plus durable, etc. Donc, pour chaque acteur, on pourrait imaginer une sorte de contrat, l'un plus contraignant que l'autre. C'est difficile d'être très contraignant pour un citoyen individuel, mais au moins, il s'engage en toute transparence. Pour d'autres, on pourrait imaginer un contrat un peu plus contraignant, avec en effet aussi un système de monitoring pour mesurer l'impact, évidemment contrôler aussi les engagements faits, et en espérant que ce système a une sorte d'effet d'entraînement, que si un groupe de citoyens commence à s'engager, leurs voisins le feront également, etc., etc. Même chose pour les écoles. Une fois que les écoles s'engagent, les parents pourraient contribuer, etc., etc. Donc ça, c'est en fait une réflexion qui est en train de se faire et on espère à la fin de l'année donc aboutir à non seulement un plan de mobilité qui a été co-créé avec les habitants, mais aussi avec un mode de fonctionnement pour l'après, pour comment est-ce qu'on pourrait aussi vraiment l'appliquer sur le terrain, non seulement par les investissements de la ville, évidemment, pour réorganiser l'espace public, mais aussi avec l'engagement de tous les acteurs de Kesselo. Voilà. Je suis à la fin de ma présentation. Je pourrais dire en conclusion que développer une stratégie de transformation climatique nécessite une contribution de toutes les parties prenantes, mais aussi que beaucoup d'expérimentations sont nécessaires et aussi qu'on doit évoluer, qu'à un moment donné, on s'aperçoit qu'il faut prendre une autre approche etc. Donc, voilà. Merci beaucoup. Il y a deux questions assez pratiques pour vous. Une, c'est par rapport au panel citoyen, comment vous l'avez choisi, combien de citoyens ils sont, donc est-ce que c'est à la base de volontariat, tirage au sort, et Oui. aussi comment vous faites quand les élus et le panel citoyen ou les citoyens qui participent ne sont pas d'accord. Tout d'abord, pour le panel, je pense qu'il y a 25 personnes qui ont été choisies at random, comme on dit. Donc, au hasard. Oui, au hasard, mais je pense qu'on a aussi regardé un peu les profils, etc., qu'on a bien un bon mix et une bonne représentation, en fait, des habitants. Et bon, on n'en est pas encore aux décisions avec des implications budgétaires, donc il n'y a pas encore à ce moment-ci une discussion avec le conseil communal, disons, le conseil municipal. Cela viendra, parce que c'est en effet, s'il y a besoin d'investissements locaux, il faut aussi l'appui de la commune, de la ville. Mais vu que c'est un projet qui a été co-développé avec la ville et que la ville s'est engagée aussi à suivre les recommandations des citoyens, je pense que ce genre de problèmes ne se poseront pas assez rapidement. Et en plus, la ville est très impliquée.
les experts de la ville sont associés. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est co-créé. Ville, habitants, autres partenaires, parties prenantes de cette commune. Voilà, mais c'est sûrement, il y a sûrement une sorte de tension entre quel est le rôle en fait des élus, qui ont été élus après des élections démocratiques, etc., pour gérer la ville d'une part, et puis des nouvelles formes de participation, de décision, de co-création, etc. Et donc là, il faut trouver l'équilibre, je pense. Mais je pense aussi, point final de ma part, que la ville, c'est tout bénéfice aussi pour la ville et pour ceux qui gèrent la ville de transformer la ville avec le soutien des habitants de façon très concrète. Donc, je pense pas. Bon, on verra bien. Il y aura évidemment aussi des choses un peu plus complexes, délicates. Et il y aura peut-être aussi comment dire, peut-être des parties prenantes qui ont d'autres objectifs à plus court terme, qui se voient un peu mal à l'aise, etc. Donc, tout ça fait partie de l'expérimentation. On va avoir des expériences, on va voir si ça marche ou pas, si on doit ajuster ou pas. Donc, c'est un processus aussi d'apprentissage, je dirais. Merci beaucoup, Saïd. Intéressant cette notion de tension entre élus et citoyens sur les questions de la dimension participative. On m'a rappelé récemment aux rencontres nationales à Amiens, quelqu'un m'a rappelé récemment que le Conseil de développement de Rouen s'était un temps appelé Conseil consultatif de développement à la demande des élus qui disaient attention, vous êtes seulement consultatif. Alors justement, c'est une question qu'on va pouvoir aborder avec Marie-Christine Simian, qui est présidente du Conseil de développement de Grenoble et qui va, dans le même temps, nous donner un petit panorama pour ceux qui ne connaîtraient pas forcément un panorama du rôle des conseils de développement en France et quelques expériences choisies. Marie-Christine, la parole est à vous. Merci. J'aurais tout de suite une petite réaction par rapport à mon prédécesseur, Saïd, où je retenais finalement quelques mots-clés qui étaient rassembler, travailler, concrétiser, et ça fait partie des points qui sont pas toujours évidents, valoriser, faire savoir, et tout ça, ce sont des petites difficultés que connaissent aussi que partagent les conseils de développement. Donc, les conseils de développement sont apparus suite à la loi Voynet, qui date de 1999 et qui concernait l'aménagement du territoire. Donc, les premiers conseils de développement à proprement parler apparaissent vers 2000-2001. Il y avait quelques précurseurs, Lyon, avec Millénaire 3, Nantes, qui avait créé une sorte de conseil économique et social sur Nantes et un peu au-delà des limites nantaises. Et puis, bon, la loi est en fait assez souple et donc elle laisse la place à l'adaptation et on voit bien que autant de conseils de développement, autant de manières d'aborder les sujets. Donc, cette diversité a incité à se mettre ensemble pour regarder effectivement et partager les pratiques des uns et des autres. Donc, je crois que ça, c'était la première attente et la première réunion de réflexion sur, bon, comment faites-vous finalement? C'était ça la question. Eh bien, elle a eu lieu en mars 2002. À Lyon. Donc, ça montre que voilà, il y a un long cheminement et un collectif qui s'est créé pratiquement tout de suite et puis qui a attendu une bonne dizaine d'années, pratiquement 12, je crois, pour se constituer en association et ceci afin, entre autres, de se muscler un peu, y compris sur l'accompagnement. Et on voit combien c'est important d'avoir un ou une permanente qui est là et qui accompagne. Et je remercie Alexandra pour le travail qu'elle fait au sein de la coordination nationale. Donc, au fil du temps, on a vu apparaître des lois qui ont soit soutenu, fait avancer. On peut citer MAPTAM, on peut citer NOTRe. La loi NOTRe mettait le seuil de
création de conseils de développement sur des intercommunalités de 20 000 habitants. Et puis, on a vu apparaître la loi engagement et proximité qui a failli faire disparaître finalement les conseils de développement. On était peut-être un peu gênant, on était peut-être un peu caillou dans la chaussure. Bon, un caillou après, voilà, on l'enlève, il gêne. Donc, et finalement, par une forte solidarité et mobilisation des conseils, grâce à leur coordination, il faut le dire, eh bien, on a pu montrer l'intérêt que présentait l'apport des conseils de développement, et on a perdu seulement le seuil qui s'est élevé, on va dire, à 50 000 habitants au lieu de 20 000. Voilà. Dire pour autant que dans toutes les intercos de plus de 50 000 habitants, il y a un conseil de développement, je ne peux pas le jurer. C'est toute la difficulté de la mise en application des lois. Ça reste un petit problème aussi quand on va d'un point à un autre, de se dire oui, il y a une loi, mais comment la mettons en application? Donc, qu'est-ce qu'un conseil de développement? Bien, un organe permanent qui permet de s'informer, se former, débattre, proposer, suivre ces propositions, c'est très important ça. Mettre en œuvre, c'est possible, mais pas toujours. Expérimenter, c'est important aussi, et c'est d'autant plus important quand on veut mobiliser. Le fait de travailler, de réfléchir, et puis de ne pas toujours savoir où vont et comment se concrétisent les contributions, ça pose toujours un peu problème aux membres des conseils de développement. Par contre, ce qui est toujours très important et que l'on voit à Leuven, c'est la mise en réseau. Ça peut être une mise en réseau qui est locale. À Leuven, à Louvain, c'est ce que vous avez fait, et c'est essentiel. Et on peut aller, et c'est ce qui se passe au niveau des conseils de développement, du réseau interne au conseil de développement, passer à la taille au-dessus avec des bassins de vie pour se mettre ensemble. Et si je citais au passage un petit exemple, par exemple, sur l'agence d'organisation des mobilités, eh bien, côté grenoblois, ça a été porté par un pôle de conseil de développement sur le bassin de vie, qui a été vraiment moteur pour faire évoluer. Après, on dira peut-être, bon, quel poids ont-ils pesé? Ben, ils ont été au départ en amont des décisions des autorités. Donc, on voit qu'ils sont à même d'aller voilà, de précéder. Et quelquefois, on se dit que les citoyens sont parfois en avant par rapport aux élus. Bon, moi, je défends que d'où l'utilité de cette écoute des conseils par rapport aux intercommunalités, même si parfois il y a cette sorte de frilosité, voire de crainte. Et ça fait partie aussi des difficultés ressenties parfois par les conseils de développement. Et on voit là beaucoup d'évolutions qui vont apparaître prochainement et beaucoup de bouleversements. Sont-ils dans le sens du progrès? Je ne saurais le dire. Et donc, sur le thème des aménagements du territoire, ça peut être des contributions sur des schémas de cohérence territoriale, sur les grands plans que peuvent être l'urbanisme, la mobilité, je viens de vous donner un exemple, le climat, bien sûr, et des réflexions. Je vais vous citer peut-être quelques exemples. Par exemple, Nancy, avec la simplification du plan climat pour une meilleure adhésion des entreprises. Besançon pour l'urgence climatique du concret. On voit que la question de la concrétisation est importante. Angers, affrontons l'urgence climatique. Rennes, qui s'implique dans des membres du Conseil qui sont impliqués dans une instance stratégique. Ils ont 4 représentants dans le pôle de réflexion sur la construction du plan air, énergie, climat. Grenoble qui s'implique par exemple dans la transition
La transition économique, je pourrais peut-être donner quelques exemples là-dessus. Un an de travail très ouvert et très participatif, avec toujours la place des avis différents et divergents. On sait bien qu'à l'intérieur de nos instances, il y a toutes sortes d'avis, puisque peut-être une chose que je n'ai pas abordée, c'est comment sont composés les conseils de développement. Eh bien là aussi, c'est assez variable. Il y en a qui appellent largement et ce sont des citoyens. Il y en a, ce sont plus des représentants d'organismes de la société civile. Pour d'autres, c'est un mélange des deux. Comme il y a cette souplesse d'organisation, eh bien, on peut tout retrouver. Moi, ce qui me semble essentiel, c'est une forme d'ouverture et de mise en réseau sur le plan local, ce qui permet à un conseil de développement d'être un peu plus visible et mieux ancré sur le territoire et faire des avis ou des propositions qu'il porte, quelque chose de partagé sur une échelle la plus large possible. Et ça paraît aussi un point de vigilance à avoir. Donc, sur Grenoble, on a parlé aussi là aussi, dans un pôle de 4 conseils, et là on se retrouve encore au niveau d'un bassin de vie, sur l'alimentation, avec une réflexion avec beaucoup de partenaires, montés par le collectif de ces conseils de développement. Donc, on voit beaucoup de situations différentes. Chaque fois, le passage à l'acte reste quand même un point qui, partout et en tout temps et en tout lieu, est un point sensible. On a vu que du côté d'Angers, par exemple, je vais citer un exemple, là en particulier, on a souhaité parler des conditions de réussite. Et ce qu'ils ont proposé, c'est associer les acteurs locaux, les habitants, les réflexions transversales, tout ça c'est bien partagé avec Louvain, expérimenter, mettre en œuvre toujours. On a d'autres exemples du côté de Strasbourg, l'Eurométropole de Strasbourg, on parle d'Europe, et là, c'est intéressant aussi. Embarquer les citoyens. Ah ben, alors, comment embarque-t-on les citoyens? Eh bien, c'est essentiel. Et je pense que cette qualité, il y a la qualité d'écoute et la confiance qu'ils peuvent accorder, la manière dont on les associe, et quelque chose qui est toujours essentiel, bien sûr, le suivi et le retour sur temps investi. Je pense qu'on ne le dit pas suffisamment, et c'est dommage d'avoir amorcé une sensibilisation, un engagement, et puis derrière, de se rendre compte que ils ont été déçus, donc ils lâchent. Et ça, il me semble que ça fait partie aussi des points importants, des points de vigilance. Ensuite, que préciser aussi, par exemple, peut-être dire sensibiliser plutôt que contraindre. Il me semble que c'est mieux d'arriver à convaincre ou convaincre plus que contraindre. C'est des petits points sensibles à nouveau qu'il faut garder à l'esprit. Donc, je pense que ça, ce sont des points utiles à regarder. Instaurer de nouvelles méthodes, nouveaux espaces de travail au sein de chaque intercommunalité, entre communes. Quand on est sur une intercommunalité, on sait que c'est quelquefois pas si simple le rapport entre intercommunalité et commune. Eh bien là aussi, il y a des articulations qu'il faut travailler et sur lesquelles il faut être vigilant pour arriver à faire avancer des propositions en matière de plan climat, plan énergie-climat. S'appuyer sur les compétences présentes sur le territoire, bien sûr. On voit l'université, la recherche, les grands équipements de recherche peuvent aussi s'impliquer aux côtés de citoyens, et toutes ces interactions, elles sont vraiment extrêmement utiles
pour faire évoluer nos organisations territoriales et la manière dont on consomme, que ce soit l'espace, que ce soit l'énergie, que ce soit tout ce qui fait vivre le citoyen. Et puis, bien sûr, associer les habitants au plus près sur le territoire. Il y a aussi un rôle pédagogique à assurer. Je pense que les conseils de développement, alors quelquefois je ne suis pas sûre de suivre le joli PowerPoint que vous avez sous le nez, le diaporama, je diverge peut-être un petit peu, mais c'est vrai que c'est important d'assurer, d'aider, d'accompagner la formation des citoyens pour les rendre plus actifs, pour leur montrer qu'ils peuvent apporter quelque chose et qu'ils sont contributeurs dans la réflexion pour l'aménagement de leur territoire. Je dirais aussi, je glisserai ce petit point que tout le monde partage en général, qu'il y a des messages qu'on peut faire passer, des réflexions aussi au niveau éducatif, scolaire et dès l'école primaire. Ne nous privons de rien. Je pense que ce sont aussi des points essentiels. La base démocratique la plus large, c'est toujours aussi essentiel. Les différentes phases, la compréhension, la réflexion, la construction, et dans tout ça, qu'est-ce qu'on ressent aussi, c'est qu'il s'agit du temps long, qu'il faut poser un cadre effectivement clair pour que chacun comprenne et sache exactement où il met les pieds. Ça fait partie des points essentiels pour que si on associe les citoyens, ils ne se sentent pas trahis parce qu'ils ont cru qu'ils pouvaient faire plus, mieux, aller plus loin que ce qui finalement va se passer, où on va rester au stade d'un avis, d'une proposition dont on ne sait pas trop ce qu'elle deviendra. Ça, c'est vraiment le cadre clair doit permettre de définir la manière dont on va avancer et éviter de perdre des gens en route parce qu'ils ont cru autre chose, parce qu'ils ont imaginé quelque chose qui n'était pas vraiment le cadre prévu. Et puis, toujours être vigilant sur le retour qui est fait. Et je pensais aussi non seulement le retour, mais la valorisation. Les citoyens, quand ils s'engagent, je pense qu'ils ont besoin d'une visibilité de ce qu'apporte leur contribution. C'est aussi un point de vigilance à avoir. Donc, un retour sur les travaux. En ce qui concerne peut-être le côté international, on a pas mal dans le réseau des conseils de développement qui se sont regroupés au sein de leur coordination nationale, des liens transfrontaliers. Donc, ça peut être avec l'Allemagne, ce sera le cas de Strasbourg. Ça peut être avec la Belgique, ce sera du côté de Lille. Ça peut être avec l'Espagne et ce sera du côté du Pays Basque. Ça peut être avec la Suisse et ce sera plutôt du côté d'Annemasse ou des conseils de développement qui se trouvent dans ce secteur-là. Je dirais que je ne vois pas beaucoup de liens avec l'Italie. Mais du côté de Turin, on pourrait certainement envisager bien des partenariats. Donc, voilà, il y a déjà ces points de contact à travers le transfrontalier. Pour autant, est-ce que d'autres points voilà, donc ça veut dire que d'une manière générale, les conseils de développement, ils aiment, et c'est un axe, et on en parlera certainement dans de prochaines rencontres nationales, le fait de travailler en réseau. Donc, si on est déjà sur le purement local, intercommunal, puis qu'on passe au bassin de vie, puis qu'on passe finalement à la région, ce qui est intéressant aussi, parce qu'il y a
des points qui sont réfléchis au niveau régional. Et si les conseils de développement se mettent ensemble, on peut tout à fait imaginer qu'il y a des choses qui sont portées par les conseils et qu'ils peuvent finalement contribuer à une réflexion au niveau régional. Mais il y a aussi national et puis international. Là, on peut se dire, mais que se passe-t-il peut-être à travers des villes jumelles, par exemple? Est-ce qu'il existe des villes jumelles de différentes villes qui travaillent sur ces questions-là? Du côté de Grenoble, il y a une biennale des villes en transition et ils invitent leurs partenaires pour réfléchir ensemble. Moi, je m'occupe d'un comité de jumelage, et c'est avec Oxford. Jusqu'à présent, on a eu par exemple une demande au niveau d'expérience avec une association qui s'appelait Cyclox à Oxford. Et j'ai recherché un partenaire. Ce n'est pas toujours facile de trouver le bon partenaire qui va correspondre aux attentes de celui qui est en face. Et c'est quelquefois une lente recherche. Et là aussi, le temps long, la ténacité sont des éléments tout à fait importants. Mais très enrichissants à la fin du compte. Hein. Ne pas renoncer parce que ça ne marche pas tout de suite. Merci Marie-Christine. Je suis désolé peut-être d'intervenir. C'est exactement sur cette idée en plus de jumelage dont vous parlez et avec ce très fort réseau, non seulement en France, mais aussi à l'international avec ce réseau de villes jumelées et de conseils de développement qui mettent en place des jumelages que l'on a pensé cette série trimestrielle de webinaires pour aller à chaque fois trouver un effet miroir. Alors, votre présentation montre l'ampleur du travail en cours. Je suis désolé, j'interviens, Marie-Christine, peut-être vous voulez dire un dernier mot, mais je voudrais m'assurer qu'on a de la place pour les questions-réponses promises. Et comme on doit absolument fermer à 11h15, voilà, je ne voudrais pas qu'on se retrouve avec une phase de questions-réponses un petit peu réduite. Marie-Christine, est-ce qu'il y a un dernier point sur lequel vous voudriez insister? Une seconde, les différences culturelles. Les différences culturelles. Ce n'est pas si simple que ça. Voilà, il y a des pragmatisme et plus conceptuel. Il y a des choses, il y a des chemins à faire les uns vers les autres. Voilà. Non, mais écoutez, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et alors, différence culturelle avec cet aspect qui est seulement une petite pièce d'un puzzle qui est à construire. Hein. On a parlé de processus d'apprentissage, vous en avez tous parlé, vous avez parlé de formation aussi des citoyens pour s'inscrire dans ces processus. Saïd, vous avez parlé aussi de contrat, de la manière dont on pouvait, dans ce multi-acteur à diverses échelles, engager des gens par des contrats. Donc, il y a le côté incitatif, il y a le côté contrat. Et on s'est rendu compte dans les travaux récents sur cette vague délibérative, comme l'OCDE l'a appelé récemment, que le fait d'organiser une convention citoyenne peut constituer une sorte de moment qui va mettre le zoom sur une urgence, alors dans ce cas l'urgence climatique, et le fait de faire participer les citoyens donne cette espèce de moment un peu de climax, un peu où tout le monde va prendre conscience de cela, on va faire participer tout le monde, et avec ensuite cette question de comment est-ce que la dimension citoyenne peut demeurer importante dans la mise en œuvre. Alors, j'ai vu, moi, que le Conseil de développement de Rouen, par exemple, a organisé un comité d'évaluation, a également un comité scientifique avec un GIEC local. Voilà, c'est un petit peu voir à la fois comment la dimension citoyenne est intégrée à cette réflexion sur la transition climat et en même temps, comment la dimension citoyenne peut faire partie du suivi et de l'évaluation. Et ça, ce n'est pas une question qui est toujours abordée. Donc, je vais donner la parole à Claudia Valisch de l'OCDE pour nous donner un éclairage sur ces questions. Et je crois qu'il faut sortir du partage d'écran. Merci beaucoup, Raphaël, et merci à cette invitation aujourd'hui. Je me réjouis d'être parmi vous. Donc, peut-être juste pour donner un petit peu de contexte. D'abord, moi, je travaille à l'OCDE où je suis responsable du programme de travail à propos
propos de l'innovation démocratique et la participation citoyenne innovante. Et depuis 2 ans, avec mon équipe, on a recueilli maintenant plus que 400, presque 500 exemples, dont 300 ont fait partie d'un grand rapport que vous avez publié l'an dernier qui s'appelle La vague délibérative. De tous ces exemples des processus délibératifs. Et tous ces exemples, les presque 500, ont trois choses en commun. La première chose, c'est la représentativité des membres de ces processus. Donc, les gens sont toujours tirés au sort pour être un peu représentatifs de la société concernée. Deuxième chose, c'est bien sûr la délibération. Et vu que c'est quelque chose qui prend du temps, tous les exemples de l'OCDE ont au moins une journée entière de délibération en présentiel. Mais en moyen, on a trouvé qu'il y a souvent au moins 4 jours de délibération. Et puis, troisièmement, il y a aussi toujours un lien avec une autorité publique qui pourrait répondre et agir aux recommandations des citoyens. Donc, il y a aussi beaucoup de très bons exemples de la société civile ou des universitaires qui ont aussi mis en œuvre ces types de processus. Mais nous, on a regardé et analysé seulement les processus avec un lien au pouvoir public. Et juste un tout petit point sur comment marche un processus délibératif avant que j'avance un petit peu plus dans l'analyse pour qu'on soit tous un peu sur la même page. Si on dit ça en français aussi, mais j'ai traduit là une expression anglophone. Donc, un processus délibératif, là, comme on a compris, c'est que d'abord, il y a une autorité publique qui a un problème, qui pose une problématique. Donc, ça commence vraiment avec ça. Donc, comment est-ce qu'on peut réduire les effets de serre de gaz par 30% par rapport à cette année, etc. Donc, il y a une question, il y a un problème. Et pour essayer de trouver des solutions, des recommandations pour agir, cette autorité publique fait un tirage au sort pour avoir un petit groupe de la société qui est plus ou moins représentatif de cette société. Donc, je ne vais pas aller trop dans des détails, mais souvent, il y a un processus qui est assez complexe avec 2 phases de tirage au sort pour vraiment essayer de toucher les personnes qui ne vont pas participer à quelque chose qui est entre guillemets ouvert. Vraiment aussi essayer d'inviter les gens qui ne participent pas souvent à comme des town hall meetings ou des consultations publiques ou même des gens qui votent, vraiment à aller au-delà de ça. Donc, au tirage au sort, on se retrouve avec un petit groupe qui est vraiment au centre de ce processus. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un rôle pour les experts et pour les parties prenantes. Il y a un grand rôle, mais c'est juste, ils ne sont pas dans le rôle principal. Donc, ce sont les citoyens qui sont vraiment au cœur de ça. Et il y a 3 phases de ce qu'ils font. Donc, d'abord, une phase de formation. Donc là, c'est là où il y a cette écoute à des experts, mais aussi des parties prenantes. Et nous, on met vraiment le point sur le fait qu'il faut qu'il y ait une grande diversité d'expertise et que les citoyens puissent aussi demander plus d'informations si ils et elles veulent comprendre quelque chose mieux avant d'avancer à la deuxième phase après les délibérations, de vraiment partager aussi leurs propres expertises et expériences par rapport à toutes les informations qu'ils viennent d'apprendre et de vraiment travailler ensemble pour trouver un consensus sur où ils sont d'accord pour les recommandations qui sont formulées après cette autorité. Donc ça, c'est la 3e étape, de travailler ensemble. Donc ça, j'explique tout ça parce que je pense que c'est assez différent de beaucoup de processus dont on a d'habitude de voir ou même de mettre en œuvre parmi les gens qui sont là. Il y a des gens qui mettent aussi les processus en œuvre. Donc, ce travail ensemble pour trouver le consensus est aussi très important et aussi ce qui permet à trancher sur des sujets complexes et difficiles, notamment aussi comme le climat. Donc, j'ai dit qu'à l'OCDE, nous avons recueilli 300 exemples qui sont dans le rapport de l'OCDE. En fait, je vais aussi mettre le lien ici dans le chat, un peu joli. Et nous avons aussi plus d'une centaine de nouveaux exemples depuis que nous avons publié ce rapport. Et à peu près la moitié sont au niveau local. Donc, il y a vraiment beaucoup d'exemples et beaucoup d'innovations qui se passent à cette échelle-là. Et
un des sujets qui est vraiment traité et très souvent est aussi le sujet du climat. Parce que c'est aussi le genre de problématique pour lequel la délibération peut vraiment aider, parce que c'est complexe. Ce n'est pas juste une type de question où on demande aux gens de dire oui ou non pour quelque chose. Il y a plusieurs choses à considérer, mais il faut trouver des compromis. Ça touche quelque part aussi aux valeurs de quel type de société est-ce qu'on a envie de vivre. Et c'est aussi une question qui touche au long terme. Donc, pour les élus, c'est difficile de trancher des questions qui sont complexes quand ils vont être réélus dans 4 ou 5 ans. Donc, d'avoir des citoyens qui peuvent donner des recommandations qui après donnent un peu plus de légitimité pour agir sur ces questions-là, ça aide aussi. Je pense qu'il y a plusieurs choses un peu derrière ce momentum, pourquoi on voit maintenant qu'il y a de plus en plus de ces processus délibératifs, surtout sur des questions de climat. Enfin, je ne vais pas tout évoquer, mais ce sont là peut-être plus mes propres avis que quelque chose qui est vraiment formellement l'OCDE dit ça, etc. Mais je pense qu'en tout cas, il y a Extinction Rebellion qui a donné une première grande pousse à ça, au moins au Royaume-Uni, mais après, je pense que ça a été aussi le cas dans d'autres pays, parce qu'une de leurs 3 demandes était pour mettre en place des assemblées citoyennes pour cette question de climat. Donc, ce n'était pas juste qu'ils font campagne pour certaines politiques publiques en particulier, font campagne pour impliquer les citoyens dans cette transition et d'impliquer les citoyens dans la prise de décision publique sur des questions difficiles sur le climat. Et après, je pense que le fait qu'il y ait eu plusieurs maintenant grandes conventions citoyennes sur le climat à l'échelle nationale, donc d'abord en Irlande, après en France et en même temps au Royaume-Uni, je pense que ça a donné beaucoup plus de visibilité juste à ce processus, cette manière assez différente d'impliquer les citoyens et pas juste les parties prenantes dans ces grandes questions de comment est-ce qu'on va agir. Donc maintenant, on a énormément d'exemples de ce type d'engagement citoyen en particulier, de ces processus délibératifs. Et on sait pas mal maintenant qu'est-ce qu'il faut pour que ça marche bien. Donc à l'OCDE, nous avons élaboré les principes de bonne pratique pour les processus délibératifs. Là, je n'ai pas trop de temps pour y aller en détail, mais c'est aussi dans le document que je viens de partager, mais je mets juste un peu l'emphasis sur quelques-uns, comme le fait qu'il faut vraiment bien cadrer les problématiques, il faut que ça soit sur une forme de question à laquelle on pourrait répondre, et pas juste une question oui ou non, mais une question où ça pourrait faire élargir plusieurs possibilités d'action. Il faut avoir l'assurance d'un suivi politique. Donc, c'est ça aussi qui fait qu'il y a des gens qui ne participent pas toujours, qui viennent, quand c'est quelqu'un avec une autorité publique qui les invite, qui dit à telle et telle date, on va répondre à vos recommandations. Ça ne veut pas dire forcément qu'il faut accepter en amont qu'on va tout faire, mais il faut avoir au moins ce vrai engagement pour considérer sérieusement toutes les recommandations des citoyens et répondre oui ou non. Oui, et on va les mettre comme ça. Non, parce que et je pense que les citoyens comprennent tout à fait cette logique-là. Il n'y a pas une attente que tout soit fait, mais il y a une attente qu'au moins c'est pris au sérieux. Il faut avoir assez de temps, donc Marie-Christine vient de parler de ça aussi. C'est quelque chose, si on veut vraiment des recommandations sérieuses qui prennent en compte des compromis qu'il faut faire, qui prennent en compte les coûts de ce qu'il faut faire, qui prennent en compte plein de choses, il faut donner le temps pour vraiment pouvoir élaborer ça et se retrouver à la fin avec des recommandations qui sont sérieuses. Il faut avoir une diversité d'informations. Donc là, je dis encore une fois, le fait aussi de donner aux citoyens le pouvoir de pouvoir demander plus d'informations, c'est important aussi. Et puis aussi de créer des conditions pour faire tomber un peu des barrières de participation qu'on voit souvent pour les processus délibératifs, mais participatifs aussi. Donc, c'est pour ça qu'on a trouvé dans cette analyse de l'OCDE que la plupart du temps, les membres de ces processus délibératifs sont payés, que leurs frais de transport ou autre chose sont couverts, qu'il y a des crèches qui sont mises en place, des choses comme ça aussi. Si on veut une diversité de gens qui participent, il faut aussi créer des conditions pour que ça soit vraiment possible.
Et puis, dernièrement, je vais terminer un peu sur un peu de réflexion. Maintenant, je pense qu'on a besoin un peu plus d'analyse de ce qui marche vraiment, plus en particulier sur cette question de climat et des processus délibératifs sur le climat, de mieux comprendre certaines choses. Parce que d'abord, il faut qu'on réfléchisse de comment ça fait partie de ce mouvement plus large d'actions qui sont nécessaires et urgentes pour vraiment agir. Donc, je pense qu'une assemblée citoyenne isolée n'est pas assez pour vraiment mobiliser le changement systémique dont on a besoin. Après, c'est pas certaine qu'une... ouais, pardon, je lis mes notes, j'ai mal écrit. Deuxième chose, c'est que le climat est tellement un vaste sujet que, encore une fois, c'est pour ça aussi que je pense que c'est pas assez juste d'avoir une assemblée citoyenne sur le climat. Comme si on pourrait vraiment tout considérer, enfin, même si on pense à la Convention citoyenne pour le climat en France, après, ils ont divisé le sujet en 5 thématiques. Et encore là, c'était beaucoup. Donc, est-ce qu'il faut une assemblée citoyenne pour le climat ou est-ce qu'il faut des assemblées citoyennes sur des sujets qui touchent au climat vraiment tout le temps? Et c'est là où je trouve que cette conversation qu'on a aujourd'hui, dans le contexte avec les CNCD, c'est vraiment important et intéressant parce qu'on pourrait réfléchir aussi quel rôle pour le CNDC en France, pour avoir une conversation en continu avec les citoyens, mais une conversation qui est vraiment informée et qui crée des conditions pour que les citoyens puissent trouver un consensus de comment agir sur ces questions. Et finalement, oui, et finalement, je pense qu'on revient à cette question que Raphaël, tu as posée au tout début, de comment est-ce qu'on implique aussi les citoyens, pas juste au début de réflexion sur les politiques publiques, de qu'est-ce qu'il faut faire, mais après, une fois qu'on a déjà décidé certaines choses, peut-être qu'il faut faire, aussi les impliquer de, OK, comment on va maintenant en détail les mettre en œuvre, dans vraiment la mise en œuvre elle-même, et aussi le suivi après. Donc, je pense qu'il faut être aussi un peu plus innovant de réfléchir les différents rôles que les citoyens pourraient jouer, mais en même temps, tenant compte le fait que je pense que, enfin, moi, mon point de vue, c'est que les citoyens non plus, on peut pas les impliquer dans toutes les questions tout le temps, sur toutes les politiques non plus. Donc, c'est comment est-ce qu'on crée des conditions vraiment de les laisser la chance et l'opportunité d'être impliqués d'une manière qui compte vraiment. Donc, c'est peut-être un engagement de 4 mois, 6 mois dans une grande assemblée citoyenne. Et puis, ils savent que sur les autres questions, autres problématiques, il y a des autres citoyens comme eux qui sont impliqués aussi. Donc, je pense que ça aussi, ça demande peut-être un petit peu un changement de mentalité autour de ces questions-là et autour de la participation citoyenne plus en général. Donc voilà, je vais terminer sur ce point parce que j'ai envie aussi d'avoir un peu de temps pour les questions et merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup Claudia, c'est très éclairant. Merci à tous les intervenantes et intervenants. Réellement, on se rend compte qu'il y a vraiment un chapitre à ouvrir et que l'on souhaiterait travailler ensemble dans les prochains webinaires trimestriels, qui est comment est-ce qu'on imbrique participation citoyenne, rôle des autres acteurs au niveau local, dans la mise en œuvre, dans l'évaluation, dans le suivi. Alors, dans une conférence récente à laquelle tu avais participé, Claudia, avec le réseau KNOCA, ou NOCA, il y avait cette question peut-être de quelques exemples d'endroits où, alors on parlait de Budapest, on parlait des petites conventions dans certaines villes polonaises. Moi, un exemple qui me vient en tête, c'est le Review Panel à Toronto. Voilà, des trucs où on va à la fois avoir cette participation citoyenne, mais dans quelque chose qui est déjà en cours et non pas simplement cette participation citoyenne à l'initiative, mais dans le suivi. Je crois que cette question de la gouvernance des transitions et de la dimension citoyenne de la gouvernance des transitions, c'est réellement, voilà, c'est dans la mise en œuvre, dans l'évaluation, et comment on évalue lorsqu'on n'est pas expert, c'est vraiment des questions qu'on va essayer de traiter dans les prochaines, à la fois j'espère dans les questions-réponses maintenant, mais aussi aux prochaines itérations de ce cycle de webinaires avec la CNCD.
c'est aussi dans la logique de l'expérimentation. Saïd a parlé de cette notion d'innovation par l'expérimentation participative. Voilà, une fois qu'on a expérimenté, comme avec Worm 3020 à Leuven, on a expérimenté avec les citoyens, d'accord? Comment est-ce qu'on a le retour des citoyens sur la qualité d'expérimentation? Est-ce qu'il faut la passer à l'échelle à l'ensemble de la ville? Est-ce qu'il faut l'améliorer, l'abandonner? Vous voyez, c'est la notion vraiment d'apprendre, d'innover en expérimentant. Donc, sur ces quelques paroles, je vais donc demander à Katharina et à Alexandra de distribuer un petit peu les questions. Et alors là, encore une fois, souci d'économie de temps, auquel je dois m'astreindre aussi. Si quelqu'un d'un conseil de développement souhaite partager une expérience, nous avons la possibilité de le ou la faire intervenir comme speaker. Là, hein. Donc, pour cela, il faudrait lever la main, mais sachez voilà, qu'on n'aura que quelques minutes hein, pour chaque intervention de partage de témoignage. Sinon, les questions sont toujours par écrit. Je vous remercie. Merci beaucoup, Raphaël. Donc, effectivement, on a reçu pas mal de questions. Donc, je vous les donne un peu. Donc, peut-être plutôt pour Claudia, pourquoi chercher le consensus? C'est qui risque de lisser les avis. Ne faut-il pas préférer les débats contradictoires pour faire exprimer les différentes visions? Peut-être une question plutôt adressée à Raphaël. Les titres étaient gouvernance. Gouvernance, ça veut dire gérer, pouvoir dire non, pas donner un avis. Ça, c'est de la consultation. Donc, est-ce que là, on parle vraiment de la gouvernance des transitions ou plutôt des questions de consultation? Et il y avait aussi encore des questions pour Saïd et Marie-Christine, mais peut-être je reviens sur ça après. Oui, je vais répondre à la question à propos de consensus. C'est une très bonne question et peut-être aussi là, ça me permet de clarifier quelque chose parce que pour arriver au consensus, il faut bien sûr d'abord avoir des débats et d'entendre les points de vue différents et contradictoires. Mais pour essayer de pouvoir après trouver une route pour agir, il faut se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on va faire. On ne peut pas rester dans une étape de débat toujours, sinon on reste un peu ce qu'on voit maintenant, qu'on ne fait rien parce qu'on est toujours en train de débattre. Et si on ne crée aussi pas des conditions pour trouver, OK, ça c'est une question difficile, on ne sera jamais tous d'accord dans la société, mais il faut quand même trouver un consensus. Ou est-ce que la majorité, la grande majorité des gens pourraient au moins dire, OK, je pourrais vivre avec ça. Et de se lancer et de trouver aussi une manière de pouvoir vraiment faire quelque chose, parce qu'on ne peut pas rester sur le point de débat toujours, mais le débat, bien sûr, fait partie du processus pour arriver au consensus à la fin aussi. Il faut les deux. Voilà. Et merci effectivement pour la question sur la gouvernance de transition. Effectivement, on est encore à définir les termes. Et je suis complètement d'accord avec vous. Justement, c'est le grand pas à franchir. Il y a la notion de consulter les citoyens par ces processus délibératifs pour avoir une mise à l'agenda, comme on dit en traduction franco-anglaise, une mise à l'agenda des priorités une fois qu'on a consulté les citoyens. Et puis, ces priorités peuvent être aussi arbitrées ensuite, hein, parce que tout n'est pas évident. Là, ce qui nous intéresse, c'est vraiment comment on gouverne cette transition. Une fois que certaines priorités ont été définies de manière consultative avec un arbitrage politique, comment, voilà, dans la mise en œuvre de ces priorités, on gouverne ce que l'on fait. C'est-à-dire, on regarde ce qui marche, on regarde ce qui ne marche pas. Et pour cela, il faut une sorte de chambre locale dont la forme est à définir. Et il en existe dans certains endroits. Mais l'idée quand même d'institutions dans lesquelles la dimension participative citoyenne soit suffisamment enracinée et suffisamment nourrie d'expertise pour que le retour des citoyens sur la qualité des processus mis en œuvre ait réellement une conséquence sur la suite des opérations en matière de politique publique. C'est vraiment introduire une dimension citoyenne, mais pas seulement. Il y a aussi ce qu'on a vu avec Saïd, la dimension de la gouvernance multi-acteurs avec le secteur privé, avec les universités, avec les régies de transport et que sais-je. Tout ça, voilà, c'est s'assurer que ça soit le participatif, parce que c'est comme ça maintenant que l'on gouverne et que l'on apprend de manière collective, sans remettre en question la dimension, évidemment, de l'élection et de la décision par les élus. On est vraiment dans un travail de construction. Où on va aller parfois trop loin, revenir en arrière, se dire « tiens, on pensait que ça marcherait, ça n'a pas marché ». Donc effectivement, c'est ça, plutôt ça la gouvernance.
Merci beaucoup. Et donc, peut-être deux questions. Est-ce que je peux juste ajouter quelque chose rapidement à cette question aussi? Désolée de couper. Non, je voulais juste dire, parce que pour moi, c'est vraiment la question la plus importante. Comment est-ce qu'on va au-delà juste de la consultation? Il y a quelque chose qui implique les citoyens vraiment plus en gouvernance et d'une manière plus permanente. Donc là, l'OCDE, on va publier très bientôt, donc c'est à peu près un mois, un nouveau papier sur 8 modèles de comment on voit l'institutionnalisation de la démocratie délibérative, que ces processus ne sont pas juste des trucs qui sont ad hoc et qui dépendent de la volonté politique, mais comment est-ce qu'on fait en sorte que ça fait partie juste de l'architecture de la démocratie quelque part, que c'est quelque chose qui est vraiment permanent, qui est toujours là, qui est une étape dans la mise en œuvre. Donc, il y a plusieurs exemples dans ce papier et si on a le temps, je peux aussi élaborer sur un des exemples si vous êtes intéressé. Merci beaucoup. Peut-être d'abord, on prend les deux autres questions et après, s'il reste temps, je te redonne la parole. Donc, Marie-Christine, il y avait deux questions assez simples. Est-ce que la métropole Grenoble-Alpes a participé à la COP2 étudiante et à la rédaction des accords de Grenoble? Et une deuxième, même si Alexandre en a déjà répondu un petit peu, comment vous vous positionnez par rapport aux conventions citoyennes sur les climats ou les conventions citoyennes qui peuvent avoir lieu dans vos territoires? Comment vous voyez la complémentarité avec les conseils de développement? Première réponse, non. Donc, à la première question, je réponds non. Parce qu'effectivement, on n'a pas été sollicité et on n'a pas nécessairement été au courant de. Donc, on n'a pas contribué à ce que vous venez d'évoquer dans la question qui était posée. Moi, deux choses que je voudrais souligner. La richesse dans la diversité. Moi, je ne parle pas de représentativité parce que la représentativité, c'est le panel et le panel, on ne sait même pas s'il est vraiment représentatif. Donc, pour moi, c'est un peu un puits sans fond d'être sûr que c'est représentatif et c'est parfois une très bonne manière de dire bah, vous n'êtes pas représentatif, donc je ne vous écoute pas. Donc, soyons vigilants aussi là-dessus, mais au sein d'un conseil de développement, constitués de manière fort différente les uns des autres, mais il y a toujours des personnes de profession, de positionnement, de passion, d'engagement très différents. Et l'un des intérêts, c'est l'enrichissement mutuel et le fait qu'effectivement, sur un type de réflexion, on n'est pas vraiment d'accord, mais au bout d'un moment de discussion, d'échange, eh bien, on va les uns vers les autres et ce n'est pas nécessairement un consensus mou et ça n'empêche pas de faire apparaître les divergences et les avis différents. Donc ça existe. Je noterai que sur les conventions citoyennes, pour moi, l'intérêt, c'est un dialogue. Un dialogue entre conventions citoyennes et instances comme des conseils de développement sur l'évolution, sur la rédaction d'une charte. À Grenoble, finalement, ce n'est pas une charte, mais enfin, c'est un truc qui parle de participation. On a rassemblé 30 citoyens, ils ont réfléchi, ils ont été formés. Alors moi, je me méfie toujours du formé et formaté. Il y a toujours une petite vigilance à avoir. Et puis finalement, après, il y a eu dialogue entre conseils de développement, entre élus et entre membres de ce groupe de personnes tirées au sort. Et pour moi, un des points forts, c'est dialoguons. Enrichissons-nous là aussi. Ne laissons pas, ne saucissonnons pas la participation. Merci beaucoup. Et donc, Saïd, j'ai aussi quelques questions qui reviennent un peu sur votre présentation et la méthodologie que vous avez présentée. D'abord, au-delà du panel citoyen 1, est-ce qu'il y avait d'autres manières d'impliquer la population plus largement par des ateliers sur l'espace public, par exemple? Et aussi, comment avez-vous introduit les termes du dispositif, à savoir les modalités de choix des idées, hormis la priorisation? Quelle grille d'analyse existait? Oui, tout d'abord, j'ai expliqué que ce projet sur Kesselo, sur la commune de Kesselo, qui comprend 25 000 habitants, et l'élaboration d'un plan de mobilité, par exemple, se fait en ce moment, hein, en suivant 3 phases. Et donc, la première phase était vraiment très ouverte à tout le monde. Donc, c'était une sorte d'enquête auquel participaient 3600 personnes sur 25 000, c'est pas mal, je dirais. Hein?
Et cela a permis évidemment d'identifier un certain nombre de sujets, de solutions concrètes, d'interventions que devraient être faites dans l'espace public, etc., pour contribuer à l'amélioration de la mobilité. Et donc là, la prochaine étape est en route là maintenant, c'est-à-dire le panel qui va essayer de digérer tout cela, hein, avec l'aide d'experts, etc. Et voilà, donc c'est un processus qui comprend plusieurs étapes et dans lequel beaucoup de gens sont impliqués. Et donc, on verra à la fin du processus comment, en effet, la mise en application peut être concrète. Et je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit sur comment poursuivre, en fait, l'engagement avec les citoyens. Il faut un retour, hein, il faut expliquer pourquoi, à la fin du processus, on prend tel ou tel choix, on fait tel ou tel choix et pas l'autre. Et voilà, donc la grille de lecture ou comment dire, la base de discussion est partie en fait du roadmap, donc de la feuille qu'on a établie il y a 2 ans, qui reste une base, qui établit en fait les objectifs à plus long terme à obtenir, qui explique notamment qu'on doit faire un effort considérable sur la mobilité et sur d'autres sujets. Donc, tout a été chiffré. Donc, on sait à peu près ce que on doit faire à long terme. Mais là, maintenant, on doit aller dans le concret et comprendre ce que cela veut dire. Et je voulais revenir finalement peut-être brièvement sur ce qui a été dit entre consensus, contradiction, etc. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Claudia, il faut un débat, il faut une divergence d'opinion et de ces divergences peut justement venir des idées innovantes et des alternatives pour trouver justement un consensus, même si jamais on trouvera des solutions qui sont soutenues par tout le monde. Si on pose la question, est-ce que vous préférez pouvoir garer votre voiture devant la porte ou avoir plus d'arbres et plus d'espace de jeu pour les enfants? Évidemment, il y aura des gens qui disent non, moi je préfère ma voiture, et d'autres qui disent je préfère plus d'espace vert, etc. Mais je pense qu'il faut alors expliquer que on doit se mettre d'accord sur l'objectif. Et si vous voulez quand même pouvoir garder votre voiture devant la porte, ou garer votre voiture devant la porte, alors il faudra venir avec d'alternatives pour obtenir le même objectif. Qu'est-ce que sont alors vos propositions? Et à partir de là, on peut avoir un dialogue, faire comprendre aux gens les conséquences de leurs actes et des décisions à prendre. Voilà. Mais comme on l'a dit auparavant, c'est une expérimentation, c'est essayer, c'est peut-être aussi parfois faire des fautes, des erreurs, etc. et ajuster. Et c'est à quoi on essaye de se lancer. Ouais. Merci beaucoup. Je ne vois pas qu'il y a d'autres questions. Donc, Claudia, si tu veux, tu peux peut-être revenir rapidement 1 ou 2 minutes sur 1 ou 2 modèles de comment institutionnaliser les conventions citoyennes. On a déjà vu l'expérience de Bruxelles aux rencontres à Amiens, mais peut-être il y a des personnes dans cet atelier qui ont été dans cet atelier à Amiens. D'accord, peut-être je vais élaborer un petit peu. Enfin, c'est un autre exemple qui vient de la Belgique, en fait, mais je pensais à l'exemple de ce qui s'est passé à Ostbergen, donc la communauté germanophone en Belgique, où en 2019, le Parlement dans cette région a voté tout le monde a voté pour mettre en œuvre une nouvelle institution démocratique qui travaille maintenant en complément avec le Parlement. Donc, c'est ce qu'on appelle le Conseil citoyen qui
y compris les 24 citoyens qui sont tirés au sort. Et leur mandat est plutôt de décider quels sont les 2 ou 3 sujets qui seront tranchés par des assemblées citoyennes ad hoc chaque année. Et les recommandations de ces assemblées citoyennes, maintenant, c'est dans la réglementation de ce Parlement que leurs recommandations doivent être débattues au moins 2 fois par le Parlement. Et le Conseil citoyen, avec ses citoyens tirés au sort, fait aussi le suivi pour être sûr qu'il y a ce débat et qu'il y a un suivi de comment après ces recommandations sont mises en œuvre. Et donc, ce Conseil citoyen a un mandat qui est plus long, de 18 mois. Les membres sont renouvelés tous les 18 mois. Et les assemblées citoyennes sont ad hoc, donc ce sont plus des assemblées qui durent 3 à 5 mois avec 25 à 50 personnes. Et donc, on voit comment on pourrait imaginer un système où il y a en permanence de la délibération citoyenne. On donne aussi le mandat aux citoyens de décider, en fait, qu'est-ce que sont les questions importantes qu'il faudrait traiter, ce qui est aussi rarement le cas. Et je dis ça parce qu'il y a aussi la ville de Paris qui s'est inspirée de ce modèle d'Osbergen et va très bientôt annoncer la mise en œuvre d'un système qui marche un peu pareil, mais j'ai fait partie aussi du comité d'experts de réflexion qui a réfléchi un peu sur le design sur ça à Paris, mais qui aussi tient en compte le contexte à Paris, où il y a aussi des instances de participation qui existent dans la ville. Donc, on a pris ça en compte de comment aussi cette nouvelle Assemblée citoyenne permanente va travailler aussi avec il y a un conseil de la jeunesse, conseil des Européens à Paris et le conseil des générations futures. Et aussi de comment ça va travailler déjà avec le budget participatif et une grande partie de la participation citoyenne à Paris. Donc, bon, il y a plus de détails à considérer, mais juste pour dire, je pense qu'il n'y a pas juste une manière de le faire, mais que on peut s'inspirer un peu de cette idée qu'on peut ancrer la délibération citoyenne de manière plus permanente dans la prise de décision, surtout les décisions qui concernent le long terme. Merci beaucoup. Donc, effectivement, on avait Anouche Tranian aussi avec nous. Donc, d'accord, donc on a parlé un petit peu. Très intéressant qui inspire beaucoup du monde en ce moment. Donc, on est parfaitement à l'heure. Raphaël, peut-être tu souhaites dire 2-3 mots sur le prochain webinaire. Je vois qu'Ian a déjà mis un teaser dans le chat. Et après, on va clôturer le webinaire. Oui, alors Yann, effectivement, bonjour à Yann, que je connais bien personnellement. Donc la question pour le prochain webinaire, le millefeuille de la gouvernance, est-il porteur de transition ou trop complexe et donc constitue un frein? Oui, c'est une bonne idée pour un des thèmes. Alors, on peut parler des pays à millefeuilles. Je crois que la Belgique est un bon pays à millefeuilles de gouvernance, vous savez, à plusieurs étages. Donc, entre France et Belgique, on peut bien discuter de ça, mais on va essayer de voir avec d'autres partenariats internationaux. On pensait peut-être un partenariat pour un Zoom sur une expérience dans une ville allemande. On pensait aussi au Pays basque espagnol. Donc, on va voir un petit peu un mélange entre le thème à explorer plus à fond et en même temps, bien sûr, la disponibilité de quelqu'un pour venir nous parler de son expérience avec pour principe que ces webinaires se font en français. Donc, on va communiquer avec vous grâce au superbe réseau de la CNCD et je vois par le nombre de participants, donc c'est à la fois la CNCD et Décider Ensemble et les rencontres qui nous ont donné ce grand nombre de participantes et participants. On communiquera avec vous par les différents canaux habituels sur la date exacte, sur les intervenants et intervenantes. Mais l'idée, effectivement, ça va être d'aller creuser davantage cette idée de comment mettre en place, alors là, je sors ma définition de la gouvernance de transition, comment mettre en place des dispositifs d'expérimentation et d'apprentissage pour faciliter et accélérer des transitions durables. Voilà, c'est... Même en essayant de le retenir, je ne m'en souvenais pas, j'ai dû le lire. Mais voilà, mettre en place des dispositifs participatifs pour expérimenter et réussir ensemble ce pari de la transition, qui est quelque chose qu'on n'a jamais réussi encore, hein, donc on est tous en train d'apprendre. Je vous remercie beaucoup. Bon, merci beaucoup à Rafa et à Alexandra d'avoir organisé cet atelier. C'était très enrichissant. Merci beaucoup à tous les intervenants et intervenantes.
Et on se retrouve pour ceux qui veulent à 11h30 pour un prochain atelier avec la FNE ou sur les questions de jeunesse et la participation à l'échelle internationale. Donc, merci beaucoup et à très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci à tous.